Bonjour chers internautes d'Afrique Femme, merci d'être avec nous aujourd'hui pour recevoir Madame Sarata Koné-Thiam, directrice générale de UBA Côte d'Ivoire. Bonjour Sarata. Bonjour afriquefemme.com. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous recevoir. Sarata, dites-nous un peu, vous avez officié à des hautes responsabilités à l'international dans plusieurs grandes banques de la place, notamment la Citibank, HSBC. Et depuis 2016, vous êtes ici avec nous en Côte d'Ivoire et vous dirigez la filiale de UBA, United Bank for Africa. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, mon parcours remonte maintenant à peu près 22 ans, 23 ans même, on dira. J'ai commencé ma carrière après mes études, j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire et apporter donc mon expérience ou ma petite non-expérience en tout cas à la bâtir au développement ivoirien. Et donc j'ai commencé dans la banque avec Citibank comme vous l'avez dit et je suis partie ensuite après 6 ans en expatriation en Afrique du Sud, toujours avec la Citibank, parce que j'avais des responsabilités régionales et continentales ensuite. Et de l'Afrique du Sud, en fait, j'ai changé d'employeur, on va dire. J'ai été approchée par la banque HSBC, qui est une banque anglaise, un groupe mondial, global, et qui demandait à bâtir en fait sa proposition africaine. Et donc ça m'a parlé. J'ai voulu donc construire donc leur offre africaine avec eux. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à HSBC qui a duré 13 ans. Et au travers de cette carrière, j'ai eu en fait plusieurs rôles, j'ai joué plusieurs rôles. Et l'un des plus intéressants est celui qui m'a amené en fait au Nigeria, où j'ai ouvert un bureau de représentation, le bureau de représentation de la banque HSBC au Nigeria et qui donc couvrait à peu près toute l'Afrique de l'Ouest, on va dire, et un peu centrale. Et avec ça, j'ai donc acquis d'autres responsabilités, d'autres connaissances. Donc voilà un peu ce qui est de mon parcours. Et 7 ans après mon parcours nigérian, je suis arrivée donc à UBA, donc la banque panafricaine. United Bank for Africa, où j'ai commencé d'abord comme étant DGA et ensuite comme DG depuis 2016. Quelle qualité avez-vous eu à cultiver et sur quelles compétences vous êtes-vous appuyé pour arriver à ces postes de responsabilité? Pour ceux qui vous admirent, qui regardent à une dame jeune, DGA de UBA, comment vous êtes arrivé là? Écoutez, la première qualité, je crois, il faut beaucoup de rigueur. Okay, dans tout ce qu'on fait et il faut avoir un objectif dans la vie et le suivre cet objectif là. Donc pour moi ce que je peux dire à toute cette jeunesse qui me regarde, c'est que il faut savoir se donner un objectif à atteindre et l'atteindre, ok, malgré ce que le parcours pourrait être, parce que on vit tous les jours. Et j'ai jamais vu quelqu'un vivre sa vie sans épreuves, sans obstacles et ainsi de suite. Donc cette rigueur-là et cette détermination à atteindre ces objectifs vous permettent vraiment d'aller de l'avant et de pouvoir donc progresser dans votre carrière. Au niveau des compétences, c'est-à-dire par exemple quand vous étiez par exemple, quand on vous a demandé d'être représentante pour HSBC, vous pensez, qu'est-ce qu'ils ont vu en vous, en fait, pour vous dire, prenez ce poste-là? Ils ont vu, bon, la rigueur, bien sûr, mais ils ont vu aussi peut-être quelqu'un qui avait pas mal d'expérience, qui avait déjà fait l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, quels sont... Oui, ce que mon patron m'a dit, parce que je me rappelle très bien, vous posez la question et la conversation me revient tout de suite. Il m'a dit que l'une des qualités que j'avais, c'était de bâtir de rien. Donc j'ai cette capacité-là de pouvoir donc projeter de rien pour voir comment est-ce que les choses peuvent aller de l'avant. Donc il disait on ne connaît pas le Nigeria, on travaille avec le Nigeria, donc j'y allais souvent. J'ai travaillé longtemps avec le Nigeria, mais j'y avais jamais vécu. Donc maintenant installer un bureau là-bas avec toute la partie qualitative et quantitative, enfin subjective et objective des choses à faire.
il fallait quelqu'un qui puisse en fait aller au-delà donc de la technicité. Donc, un des points, c'est qu'il faut déjà connaître son métier. D'accord? Donc, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça devient presque la base. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils excellent dans ce qu'ils font, donc c'est tout ce qui est important pour eux et que donc ils devraient avoir un travail, ils devraient être promus, et ainsi de suite. Les qualifications, c'est vraiment la base pour moi. Et ensuite, au-delà des qualifications, il faut maintenant aspirer à ce leadership-là. Et ce leadership, ça veut dire connaître les hommes, arriver dans un bureau, ne connaître personne et pouvoir avoir ce qu'on vient chercher. Donc, comprendre les gens avec qui on travaille, on interagit plutôt, comprendre qu'est-ce qui ferait qu'ils vont vous donner gain de cause ou pas, et ainsi et de par ce fait, en fait, pouvoir donc avancer, faire avancer les choses. Donc, c'est vraiment ces aptitudes-là sur lesquelles j'ai misé. Et bien sûr, j'avais un networking aussi. Je connais, j'ai cette capacité-là de pouvoir en fait interagir avec les uns et les autres. Je peux témoigner. Vous pouvez témoigner, d'accord, ok, si vous le dites alors. Mais donc j'ai ce network-là que je mets à ma disposition et je mets à la disposition de tous ceux qui le demandent pour pouvoir justement faire avancer l'Afrique. Pour moi, c'est ça cet objectif. Quand je vous dis qu'il y a un objectif premier, c'est vraiment celui de faire progresser l'Afrique par les Africains d'abord. Et donc, ça s'inscrivait dans ce cadre-là. Je peux témoigner parce que je pense que vous avez une personnalité formidable. Vous vous Merci. entendez avec tous ceux que vous approchez généralement. Merci. En parlant de rigueur, donc on veut aussi savoir quelles sont vos habitudes de travail. Comment vous arrivez à rester justement rigoureuse, à suivre, à avoir ces objectifs. Dites-nous un peu. Écoutez, il faut justement définir des objectifs. D'accord, c'est la première chose à faire. Si on veut atteindre un but, il faut savoir quel est ce but-là. Donc, je l'ai défini. Je m'assure d'être rigoureuse dans ce que je fais. Ce que je commence, je le termine et je le termine bien et je le termine dans les temps impartis. Donc, c'est important pour moi d'avoir ça toujours en tête, de manière à ce qu'on puisse tous les jours être constant. Ok? Les anglophones disent consistency. Il faut s'assurer que si j'ai fait quelque chose de telle manière aujourd'hui, je dois pouvoir le refaire demain de la même façon. Et si je ne l'ai pas fait de la même façon demain, c'est parce que je l'ai fait mieux que hier. Mais c'est seulement comme ça qu'on peut avancer. Donc moi, je me mets cette discipline-là d'être constant, d'être rigoureux, d'établir une feuille de route de comment je vais y aller, avec quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là. Et donc, dans ce sens-là, je peux travailler très bien toute seule. Comme je vous ai dit, quand je montais le bureau à HSBC, je disais à tout le monde, je suis tout sauf le chauffeur. J'avais un chauffeur, mais à part ça, j'étais la secrétaire, l'assistante, je prenais les rendez-vous et en même temps, j'allais au rendez-vous et je préparais les questions. J'étais tout, les comptes rendus et tout ce qu'il y a. Mais ça me faisait pas peur parce que l'objectif, c'était de bâtir quelque chose. Et je savais qu'il n'y a pas besoin d'avoir une armée de personnes quand on commence, on ouvre un bureau. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est ce que je me mets comme habitude de travail. Bien sûr, il faut être ponctuel, il faut respecter donc les interlocuteurs, il faut respecter la parole dite. Donc, si on a promis à un client dans le cadre de mon environnement à donner quelque chose ou à remettre un document, il faut le faire dans les temps impartis. Si on ne peut pas, il faut revenir dans les temps et dire pourquoi on ne peut pas le faire, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces petits points-là que je peux... Donc, on résume. Donc, rigueur, il faut faire le travail dans les délais impartis. Il faut être humble, parce que comme vous avez dit, être sauf le chauffeur, l'assistante, tout. Et puis, dernier point. J'avais dit la rigueur, le temps, la capacité à respecter les délais, dans le temps imparti. Et puis voilà, la parole. La parole. Avoir une parole. Oui, voilà, juste avoir une parole, bien sûr. Donc je pense que ces 4 points-là
Donc c'est très important de parler de ça, surtout pour beaucoup de jeunes qui maintenant cherchent du travail, sont sans emploi, et donc ce sont des bons conseils. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient faire de la banque, précisément de la banque, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce qui est vraiment l'élément, la qualité la plus importante? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre dans la réponse que je vais vous donner, mais pour moi maintenant, la banque, la plus grande qualité que quelqu'un peut avoir, c'est sa capacité à s'adapter. On est dans un environnement changeant, en perpétuel changement. Ok? La seule constance, je peux dire, dans la banque, c'est le changement. Ok? Et enfin, je quote Confucius, je crois, sur ça. Mais donc, pour être dans la banque en ce moment, il faut être vraiment complètement versatile et ouvert d'esprit. Je vous donne un petit exemple que je donne à la plupart de mes collègues avec qui j'interagis ou mes collaborateurs, c'est de dire, écoutez, il y a 50 ans, la banque était faite de caissières à ne plus en finir, de gestionnaires de comptes à ne plus en finir et tout ça. La caissière a été remplacée pour beaucoup par le guichet automatique. Ok? Mais ça ne veut pas dire que la caissière doit forcément perdre son travail. Il y a d'autres lignes de métier qui s'ouvrent dans la banque. Est-ce qu'elle a la capacité de s'adapter à cette nouvelle ligne de métier? Plus proche de nous, c'est tout ce qui est disruptive, comme on dit, dans la banque. Les telcos sont venus déranger un peu ce que le banquier faisait de manière très sereine. Telco, dites-nous, c'est quoi Telco? Donc les compagnies de télécom qui sont venues avec la monnaie électronique et qui maintenant font des opérations financières qui étaient en fait le rôle de la banque. Donc ce qui veut dire que il faut que moi je m'adapte en tant que banquier. Je ne peux plus être assis derrière mon bureau où tout le monde vient me demander pardon pour avoir un crédit et autres. Il faut maintenant que je puisse aller vers le client. Il faut que je comprenne quel est le besoin du client. Il faut que j'anticipe autant que faire se peut et que je me mette à l'heure de la nouvelle technologie et du digital. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut que moi aussi j'aille apprendre ce que c'est que ces nouvelles technologies et comment est-ce que je peux, en tant que banquier, utiliser ces nouvelles technologies là aussi pour servir mes clients. J'aime beaucoup ce point que vous avez fait parce que c'est en fait ce point-là, c'est de savoir un peu se redéfinir parfois. Quand on sent que nos compétences commencent à devenir obsolètes. Savoir maintenant, voir ce qui est important maintenant, ce dont les gens ont besoin, et maintenant prendre des formations dans ce sens-là ou autre. Donc vraiment, ce point, ouais. Et ça, excusez-moi, si je peux insister dessus, c'est pas le directeur des ressources humaines qui va venir vous dire ça. C'est vous qui êtes en charge de votre carrière et de votre avenir et de votre destin. Donc c'est de savoir, il n'y a pas besoin, le moment où quelqu'un vous dit on n'a plus besoin de vous, c'est que vous avez vu ça venir. Et si vous n'avez pas vu ça venir, c'est que cette remise en question n'a pas été faite. Et même si ça arrive, on n'a plus besoin de vous, c'est pas la fin du monde. On se réinvente et on passe à autre chose. Donc pour moi, vraiment, le banquier de demain doit avoir cette capacité-là. Et Covid, encore plus récemment, est venu nous montrer à quel point les choses peuvent être éphémères et à quel point un travail important peut devenir obsolète. On va passer maintenant au sujet d'actualité. Donc, on sait que le taux de bancarisation en Afrique en général est très bas. Et en Côte d'Ivoire est entre 14 et 16, 18%. Que dites-vous de ça? Comment faire de sorte à ce qu'on bancarise les gens? Comment faire pour sortir un peu de cette idée et de dire non, vraiment la banque est ouverte à tous et à toutes? Ok. Je pense qu'il y a encore des stéréotypes qu'on attribue à la banque. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être qu'on dise, c'est sur l'inclusion financière. Ok. Et donc, la bancarisation, oui.
mais l'inclusion financière d'abord. Et donc, en termes d'inclusion financière, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on donne un service financier à toutes les couches de la population. Et quand on parle de taux de bancarisation, bien sûr, on parle de certaines couches de la population qui n'ont pas en fait de moyens ou de services financiers à leur disposition. Maintenant, on a, sans rentrer dans les détails, mais on a plusieurs structures financières que je pense dans le langage commun, on parle de banques, mais qui ne sont pas forcément les banques. Donc, l'objectif pour nous et pour moi, et surtout pour UBA, c'est de s'assurer que oui, tout le spectre de clients soit pris en compte. Donc, on met en place des produits qui soient vraiment beaucoup plus faciles à l'utilisation. Donc, on en a parlé tout à l'heure du fait que il y a un cliché qui est en fait associé aux banquiers. Et donc, il faut qu'on casse ce cliché-là. Il faut qu'on se rende plus accessible. Et je pense que maintenant, il y a des produits qui sont vraiment très faciles. Tantôt, on a fait une ouverture de compte en 10 minutes avec maintenant les moyens digitaux que nous avons. Ça, c'est un miracle. Oui, mais justement, parce que justement, il faut rendre ça beaucoup plus facile. Il faut démocratiser en fait l'accès à la finance. Maintenant, un autre terme, parce que vous dites banque prêtée, tout le monde n'a pas besoin de financement. Il y a certains, la banque en fait c'est un équilibre. Là, vous anticipez sur ma deuxième question. Non, mais la banque, mais la banque en fait c'est un équilibre entre ceux qui épargnent et ceux qui empruntent. Ok. Donc à la base, on est aussi un moyen sûr de pouvoir garder les fonds et l'épargne et de pouvoir le faire fructifier dans une certaine mesure. Donc pour résumer, à UBA, en tout cas, on travaille beaucoup sur l'inclusion financière. On s'assure qu'on met en place des produits qui permettent donc aux populations de pouvoir avoir accès à un compte bancaire et de pouvoir faire des opérations bancaires sur toute l'étendue du territoire et même au-delà. Bien sûr. Donc, vous avez un peu anticipé sur mon deuxième sujet. D'accord. Le sujet qui est que les banques ne prêtent pratiquement qu'aux riches. Okay. On dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. C'est vrai? Non. Bien sûr que non. Bon, mais qu'est-ce que vous avez à la disposition? Quels produits vous offrez pour ces gens qui ont moins de moyens? Parce que souvent les banques, bon, moi je donne des exemples de cas où de personnes qui sont venues me dire, par exemple, ils me demandent plus même que en collatéral que le montant du prêt. C'est quoi le but finalement? Si j'avais tout ça, je ne serais pas allé à la banque emprunter. Donc comment vous répondrez à ces gens-là? Écoutez, je vous ai expliqué tout à l'heure que la banque en fait, elle a son capital de base, mais le gros de sa liquidité en fait est l'argent des épargnants. Ok? Donc vous et moi, sélectionnons UBA comme étant notre banque de choix et nous voulons bien sûr nous assurer que quand j'ai besoin de mon argent, je l'ai. Bien sûr. N'est-ce pas? UBA de son côté veut faire travailler cet argent-là de manière à ce que, de manière optimale, on puisse prêter à certaines personnes qui vont rembourser et comme ça, quand vous avez besoin de votre argent, pas de souci, l'argent est disponible. Donc, les personnes qui disent qu'on ne prête pas, c'est que... Non, vous prêtez aux riches. Qu'on prête aux riches, d'accord. On prête aux riches sous-entend qu'on prête, mais à seulement ceux qui peuvent sécuriser. L'histoire veut que, malheureusement, il y a eu beaucoup de prêts qui ont été faits à une certaine couche ou secteur d'activité, pas des personnes en particulier, mais secteur d'activité, et qui ont résulté en des créances douteuses. Et donc, la créance douteuse, c'est
la banque qui prend ça sur son capital. Un risque. D'accord? Donc, c'est ce risque-là que les banques essaient en fait d'amoindrir en demandant une sûreté. Et donc, la sûreté, en fait, le message derrière la sûreté, c'est de dire, donne-moi quelque chose à quoi tu tiens, pendant que moi, je te donne quelque chose à quoi je tiens, qui est l'argent. Donc, de manière à ce que, si jamais tu sais que tu as quelque chose à perdre, tu vas t'atteler à me rembourser. Et quand tu ne peux pas rembourser, alors on ira vers cette sûreté-là. Mais la plupart des entrepreneurs enfin je dis entrepreneurs non, mais de certaines structures qui ne donnent pas de garantie, quand ils n'ont pas la capacité de repayer, ils vous disent je ne peux pas repayer, je ne peux pas repayer, c'est tout. Et donc, ça devient mon problème à moi toute seule. Il faut que ça soit notre problème à nous deux. Donc on veut bien prêter et on prête, mais il faut que ce soit de manière structurée parce que, in fine, l'argent n'est pas à moi, mais plutôt aux épargnants. Bien sûr. Il faut que vous garantissiez aussi voilà. l'argent des épargnants. Exactement. Pas... Donc on essaie d'être le plus flexible possible. On comprend, on a eu ce retour-là et donc on essaie de s'adapter. Mais in fine, il faut que vraiment chacun comprenne que c'est un business aussi. Il faut que je fasse de l'argent, il faut que je paie mes employés et il faut que je continue à accroître mes parts de marché. Alors, j'ai une question à propos de votre foulard. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ce foulard à tout le temps, à tout moment? Dites-nous. Ah bon, le foulard. Ah ouais, le foulard. C'est un mystère, n'est-ce pas? Écoutez, le foulard a commencé depuis très jeune. Je veux dire, on est dans la société africaine. Nos mères portaient ça de manière très majestueuse. Et j'ai toujours trouvé qu'il y a beaucoup de classe à porter le foulard et à bien le porter. Donc, j'ai toujours eu cette envie-là, en fait, cette admiration devant les femmes qui se couvraient. Et je suis allée donc faire mon pèlerinage ensuite, il y a presque 10 ans maintenant. Et j'avoue que quand je partais, je partais avec l'idée que bon, je vais faire mon pèlerinage et je reviens. Et j'avoue que ça a été la chose la plus difficile à faire, de me découvrir après mon pèlerinage. Et donc depuis ce jour, j'ai commencé à porter le foulard. Et j'ai voulu le porter de manière Sarata, pas autrement. Donc, je suppose que j'ai une petite signature dans mon port de foulard. Exactement, mais il vous va très bien. Merci. Moi-même, je m'y suis mise un peu. Donc... oui, ça vous va très bien aussi. Je vous encourage. Merci. Donc, merci Sarata d'être venue nous rendre visite aujourd'hui. Et nous terminons bien sûr avec le petit cadeau qu'on va vous offrir. Donc, je vous montre un peu. Et j'explique aussi que, comme nous faisons la promotion d'autres entrepreneurs, donc on prend un peu avec des entrepreneurs locaux ici sur place et on offre à nos invités. Donc là, on a des bijoux. Comme je sais que vous aimez les bijoux. Très bien. Voilà, donc un sautoir avec les boucles d'oreilles et le bracelet assorti. Ah, wow. Qui viennent de la galerie Art Pluriel. De Madame APT Bénédicte. Très bien. Voilà. Et donc, on vous a aussi pris un thé. Quelqu'un m'a dit que vous aimez tout à le fait. thé. Je me suis renseignée. Ah bah oui. Ouais. Donc, on vous a pris un thé. C'est gingembre citronnelle. Ok, très donc, bien. Gingembre citronnelle avec sa petite cuillère. Waouh. Et ça, c'est un super wusoulan. D'accord. On vous a pris de... C'est de la grande enquête. Qu'on vous a pris. Mais ça, c'est un cadeau. Donc, c'est une dame qui nous a offert. Donc, Oh, ok. Voilà. Donc, vous pourrez utiliser ça comme... Il paraît que vous aimez aussi l'encens. Oui, voilà. J'aime beaucoup l'encens. Donc, j'espère que vous pourrez parfumer votre maison avec ça. Ah oui, dès ce soir. Vous attendez pas, non? Non, dès ce soir. Ça, c'est un peu de karité qui vient de chez la marque... C'est la marque Kaline. Donc, celui-là, c'est beurre de karité à l'huile de carotte. Wow. Donc, on ne peut pas faire sans karité, hein. Surtout ici en Côte d'Ivoire, on adore le karité. Oui. Et beurre de karité au gingembre citron. Ah, donc, très bien. Vous avez deux. Bon, tant que c'est pas éclaircissant, c'est pas Non, on n'est pas dans ça.
Oui, très bien, parce que vraiment, gardons nos couleurs Voilà, et nos exactement. teintes. Black is beautiful. Black is beautiful. And Black Lives Matter. Exactement, exactement. Voilà, merci beaucoup. Ah ben merci beaucoup pour ces cadeaux-là. De rien. Afriquefemme.com. Vraiment, je vous encourage Merci, merci. dans ce que vous faites Merci. et je regarde, je suis ça de près. Merci, Et donc, merci. merci de m'avoir associé à cette œuvre-là et je vous souhaite plein de succès. Merci, merci. Et beaucoup. Yubi est là. Merci. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir collaborer ensemble. Avec plaisir, bientôt. avec plaisir, avec D'accord. plaisir. Merci beaucoup. Merci, chers internautes d'Afrique Femme, de nous avoir suivis. À très bientôt pour la prochaine émission de African Woman 2.0.